Mais la spiritualité, c'est l'essence de ce que je suis. Il n'y aurait pas d'expérience tout de suite s'il n'y avait pas... l'expérience que je fais avec toi tout de suite, elle est spirituelle. La spiritualité, c'est comme l'eau pour les poissons. C'est tellement proche de nous qu'on la voit pas. Il y a l'histoire des deux poissons de David Foster Wallace, le vieux poisson qui dit aux jeunes poissons, ça va les gars, l'eau est bonne. Et les deux jeunes poissons, ils se retournent et ils disent, c'est quoi l'eau? Bonjour Liv. Bonjour Stéphane. On dit Stéphane ou on dit Stéphane? On dit Stéphane, on dit Liv ou on dit Olivier? Allez, on va dire livre. On va dire livre pour aujourd'hui. Ok, eh bien, écoute, avant de creuser ce sujet des prénoms, expliquons d'abord ce qu'on fait là et comment on s'est retrouvé. J'ai un ami, Yann, Yann Kounen, qui me dit, il faut absolument que tu ailles voir cette chaîne, il faut absolument que tu entendes parler des trois principes de Sydney Banks. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? C'est une nouvelle couche théorique, c'est toujours quelque chose qui va encore plus nous éloigner de l'expérience directe, quoi. Et donc je lui dis, bon, bah allez, hop, je vais quand même regarder. Donc je suis sur mon téléphone dans mon canapé et j'ai pas décroché pendant 2 heures des choses que tu racontes. Et donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Liv Brunet. Et nous voilà, et je t'ai proposé une interview tellement je me suis immergé dans tes vidéos que je considère d'utilité publique, peut-être même de santé publique. Et voilà ce qui nous amène aujourd'hui dans cette interview. Est-ce que maintenant tu as peut-être envie de te présenter? De me présenter, bah écoute, tu viens de le faire. Moi, je... Donc, effectivement, je suis Liv Brunet, mais c'est pas du tout mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Olivier Lefebvre. Brunet est le nom de ma première épouse, et Liv, c'est quelque chose qui est né un peu tout seul, sans que vraiment j'ai l'impression d'y avoir contribué. C'est une contraction d'Olivier, puisque Liv est inclus dans Olivier. Et quand j'ai créé mon podcast donc, qui s'appelle Le Réveil en douce, je me suis dit qui est celui qui présente? Et j'ai dit tiens, bah, ça va être Liv Brunet. C'est marrant. Liv a quelque chose de féminin, hein, c'est un prénom féminin en fait. Les livres qu'on connaît et qui sont célèbres, c'est Liv Ullmann, qui était une actrice de Bergman, ou Liv Tyler, qui est la fille du chanteur d'Aerosmith, et qui est une actrice connue. Et cette dimension féminine, elle a du sens pour moi. Elle a eu une grande importance dans mon parcours, je dirais, intime. Et donc, voilà. Ce livre, c'est ça. Et qui je suis, bah, oui, je peux dérouler un petit peu, mais à toute vitesse, un CV. Bah, je suis né en France en 1960. Je suis né dans une famille catholique pratiquante. J'ai toujours voulu être réalisateur de films. Ça me rapproche de Yann, qui est ton ami. J'ai croisé Yann dans ma vie de pré-réalisateur, parce qu'avant d'être réalisateur, j'ai travaillé dans les industries techniques du cinéma. Et puis, autour de l'âge de 40 ans, je suis devenu réalisateur indépendant. J'étais marié, j'avais trois enfants. Et j'ai fait une carrière de réalisateur plutôt de documentaires ou de grandes installations vidéo pour des musées, pour des expositions. Et puis, à un moment dans ma vie, lié à des circonstances intimes, j'ai fait des découvertes. J'avais l'impression depuis mon enfance que j'étais à la recherche du sens de la vie. Et dans ce chemin-là, à un moment, oui, il s'est passé quelque chose. Et de réalisateur, je suis devenu... bah, je suis toujours réalisateur d'abord, mais la caméra, je l'ai retournée sur moi. Parce que ce que j'ai découvert, je me suis dit, je peux pas le garder pour moi. Et j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. Et Pardon. puis, et puis voilà. Et puis je suis arrivé, et puis je suis devant toi. Et alors, quand tu dis ce que j'ai découvert, je peux pas le garder pour moi, de quoi parlons-nous? Qui je suis. Découvrir qui je suis. Parce que les questions que je me posais, et d'ailleurs c'est une des premières questions que j'aborde dans mon podcast, toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'étais moi, sans me rendre compte que cette question-là posait moi, et qu'il y avait moi. Et en fait, je m'interrogeais pas sur c'est quoi moi. Et il a fallu tout ce temps, donc presque oui, 60 ans, enfin 58 ans, tu vois, pour qu'à un moment, j'entende une voix, dans des circonstances particulières, on pourra en parler, mais et c'était la voix d'Alan Watts, en l'occurrence, le philosophe anglais.
qui disait, mais la bonne question, c'est pas pourquoi tu es toi, c'est qui tu es. Qui? Et j'ai creusé. Et j'ai trouvé quelque chose. Et j'ai trouvé quelque chose, d'abord à travers Alan Watts, à travers la méditation, à travers des voyages psychédéliques, hein. Ça a commencé comme ça, ou s'ouvrir à des champs de conscience auxquels j'avais jamais eu accès avant, mais qui résonnaient comme la vérité. S'ouvrir à ça et petit à petit découvrir d'autres spiritualités auxquelles j'avais pas été confronté avant, parce que j'étais né dans la religion catholique, parce que j'avais vécu une grande partie de ma vie dans cette croyance que finalement j'avais rejetée, mais sans en adopter d'autres, si tu veux. Et, euh, et à un moment, oui, sont arrivés ce que je partage beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire les trois principes. Et les trois principes, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Et l'expérience, faire l'expérience des trois principes, m'a donné accès à d'abord tout ce que je vois comme la réalité, c'est mes pensées. Mes pensées sont le, la création de la réalité pour moi. Donc, c'est l'histoire que je me raconte qui conditionne ce que je vis. Et aujourd'hui, l'histoire que je me raconte, c'est que je fais deux expériences à la fois. L'expérience de Liv, une expérience dans la forme, et l'expérience de ce qui est témoin de Liv. Donc, la découverte de ça a été fulgurante pour moi. Je croyais vivre à un seul niveau de conscience, et en fait, il y en avait un autre. Et avoir accès à cet autre et se relier à cet autre, ce à quoi les champignons étaient utiles pour moi et le LSD aussi. Découvrir cette dimension-là de l'observateur, avoir la possibilité de me relier pratiquement à chaque seconde et même là tout de suite à cette dimension-là, ça a changé complètement mon expérience existentielle. J'étais plus timide, qui était le fardeau que j'ai traîné pendant une très grande partie de ma vie. J'étais plus vieux, etc., etc., etc. J'étais la conscience qui fait l'expérience d'être live. Hmm. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, puisqu'on n'avait pas prévu de parler de substances, et tu parles de deux substances, et tu parles d'Alan Watts, il y a quelqu'un dont le parcours et le discours est très très cher pour moi. Alan Watts dit au sujet de ces substances-là, il dit Once you got the message, hang up the phone. Et donc je traduis pour les gens qui ne parlent pas anglais. Une fois, donc il parle des psychédéliques et il dit une fois que tu as reçu le message, raccroche le téléphone. Et moi j'aimerais savoir comment tu raisonnes avec cette phrase qui prend de plus en plus de place dans mon parcours. Euh, c'est l'envie de raccrocher le téléphone à cet endroit-là et de faire l'expérience directe euh, qui n'a plus besoin, je ne dis pas qu'il n'a pas besoin, mais qui n'a plus besoin de substance. Qu'est-ce que toi, tu ressens? Qu'est-ce que tu peux dire avec cette phrase-là? Once you got the message, hang up the phone. Je suis en accord total avec ça. Et ma référence va te surprendre. C'est Obélix. Il est tombé dans la marmite, tu sais, de potions magiques quand il était petit. Il n'a pas besoin d'en reprendre. Hmm, Il a déjà la force en lui. Alors que les autres Gaulois, il faut ils en prennent. La sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que ces deux expériences initiatiques que j'ai faites coup sur coup, la première c'était aux champignons et c'était une petite dose, donc c'était disons, un petit chemin d'accès qui m'a donné envie d'aller plus loin, qui m'a donné envie d'aller. J'ai lu Stanislas Grof, etc., sur le LSD et qui m'a donné envie des 300 microgrammes, hmm, qui sont pour lui le seuil antéogène, comme on dit. C'est cette possibilité d'accéder à, entre guillemets, Dieu. Il faut voir ce qu'on met derrière Dieu. Ça m'a donné envie de ça et j'ai fait cette expérience-là. Et j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai eu une conversation directe avec Dieu. J'ai raccroché le téléphone et maintenant j'ai compris. J'ai refait un tout petit peu des petites expériences après, mais et il y en a une en particulier qui a été déterminante aussi, parce que ça a été ce qu'on appelle un bad trip. Et je remercie
la substance pour m'avoir fait faire ce bad trip, parce que ça m'a permis de voir euh, encore quelque chose en plus. Mais je ressens pas du tout le besoin de refaire, de refaire, de refaire l'expérience. J'ai l'impression que je vis dans l'expérience. J'ai l'impression que, oui, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite et que j'ai plus besoin de ça. C'est comme l'expérience de la méditation. J'ai fait les 10 jours de méditation Vipassana il y a maintenant 3 ans bientôt. Et c'est pareil, je ressens pas la nécessité d'y retourner parce que j'ai l'impression que la méditation, pour moi, c'est comme ça, là. C'est la reconnexion. Dans le livre que je vais publier là au début de l'année prochaine, il y a un dessin. Et ce dessin, c'est une croix. C'est le livre dans la dimension humaine et le livre dans la dimension spirituelle, infinie, reliée à l'essence. Et je dis, ce qui fait que ma vie a changé, c'est que maintenant, je sais que je suis exactement à l'intersection des deux à chaque instant. Et que si jamais j'ai l'impression de me perdre sur la dimension horizontale, j'ai les outils pour me remettre à l'intersection. Parfois, ça prend un peu plus que quelques secondes, parce que on est humain, parce qu'on fait l'expérience humaine, parce qu'on a ce train de pensée qui peut parfois nous entraîner dans ce qu'on dit en anglais, on appelle ça momentum. Mais jusqu'ici, et je viens d'en faire une expérience d'ailleurs récemment, parce que je suis parti aux urgences avec des douleurs pas possibles, et finalement, ça s'est révélé pas très grave, mais j'ai vu que même dans ces expériences extrêmement intenses et vraiment, j'avais toujours cette possibilité de me remettre au centre de la croix et de garder le lien avec l'essence. Mm. Donc du coup, j'abonde complètement dans ton sens. J'ai raccroché le téléphone. La ligne est ouverte. J'ai pas besoin de rappeler toutes les semaines, tous les mois ou tous les 6 mois. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'expérience que je fais. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ne comprennent pas ou n'entendent pas ce que tu nommes à plusieurs reprises comme expérience directe, où tu oses poser le mot avec lequel je suis toujours très prudent, et toi aussi d'ailleurs, le mot Dieu, Oui, parce qu'on... Moi, c'est un mot que j'ai banni de mon langage, mais finalement, euh, finalement, c'est un sac fourre-tout dans lequel chacun va pouvoir mettre quelque chose, et tu le dis aussi à plusieurs reprises, c'est Brahman, c'est Allah, c'est cela, c'est Gaston, c'est l'univers. Et juste toute cette parenthèse maladroite que je suis en train de faire pour t'inviter à nous partager, nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet axe vertical auquel certaines personnes n'entendent rien. Euh, L'axe d'accord, horizontal, l'identité, et l'axe vertical. Et donc quand tu dis j'ai les moyens, ou j'ai développé les outils, ou la ligne est ouverte vers le recentrage de quelque chose de vertical, est-ce que tu peux trouver d'autres mots pour en parler? bien sûr. Ben, déjà, les mots n'enseignent rien. Il n'y a que l'expérience qui nous enseigne. Donc, quand je parle aux gens, quand j'accompagne des gens, quand je fais des retraites, c'est la première chose que je dis. Je dis, on va essayer d'aller vers les expériences. On va essayer de faire l'expérience. Je vais. Alors, on n'a que des mots pour échanger, hein. Donc, on n'a pas que des mots. On peut aussi mettre en place des dispositifs. On peut jouer avec des outils. On peut. Il y a plein d'outils aujourd'hui. Je sais que toi, par exemple, tu fais des constellations familiales. Pour moi, c'est des expériences, ça. On fait une expérience. On ne comprend pas forcément ce qui se passe, mais on fait une expérience. Et cette expérience, elle est indiscutable. Alors que les mots, on peut toujours discuter. Moi, j'ai plus du tout les préventions que j'avais au départ par rapport à Dieu. Dieu, c'est juste parce qu'il y a 4 lettres, donc ça va vite. C'est peu, c'est peu gourmand en énergie. Mais qu'est-ce que c'est, Dieu? Dieu, c'est si tu mets toutes tes pensées dans la boîte à côté de toi, là, t'essayes de mettre toutes tes pensées dans la boîte, t'essayes d'enlever, tu utilises, tu sais, je sais pas si tu as vu le film Men in Black. Dans Men in Black, ils ont un truc qui s'appelle le neuralizer. Et donc, le neuralizer, c'est une espèce de petit
stylo avec une lumière rouge. Et alors, il se passe un phénomène, il y a un extraterrestre qui est là, il y a quelques témoins qui sont là, et les gens ne sont pas censés avoir eu cette expérience. Donc, ces gens, ces communs des mortels, là, ce que font les Men in Black, ils prennent leur neuralizer et poum, ils flashent, et la mémoire des gens est effacée de l'événement qui vient d'avoir lieu. Imagine que je puisse régler mon neuralizer à la date de ta naissance, et pouf, on efface tout. Qu'est-ce qui reste? Cela. Qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est ça. Mm. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui reste? Il reste les trois principes. Il reste l'énergie primordiale qui fait qu'il y a une expérience. Il y a une expérience. Il se passe quelque chose. Il y a cinq sens qui immédiatement s'enclenchent. Il y a quelque chose qui se ressent. Il y a une conscience. Et aussitôt qu'il y a une conscience, il y a une pensée. L'esprit, la conscience, la pensée. Il n'y a plus que ça. Et ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde fait l'expérience de ça. Et si j'arrive à te guider par mes mots ou par des expériences que je vais te proposer, par des petits exercices, on va utiliser le mental, évidemment, parce que c'est notre outil pour avoir accès à ça. Mais si j'arrive à te guider vers ça, et les substances sont fabuleuses pour ça, parce que d'une certaine manière, elles le font sans même que, voilà. Mais après, l'intellect va pouvoir interpréter les choses, va dire non, mais c'était la drogue. C'était la drogue. C'est normal. Si tu peux déposer ça et juste te laisser complètement emporter dans l'expérience, tu vas avoir accès à ça. Et c'est ça Dieu. C'est ce qui est là. C'est la présence, c'est le fait qu'il soit absolument incontestable qu'une expérience a lieu. C'est tout. Je suis manifestement l'expression d'une énergie qui passe à travers moi. Et cette énergie, c'est ça que j'appelle Dieu. Et c'est l'univers, c'est l'infini, c'est la source, c'est l'essence. C'est- Après, tu mets les mots que tu peux en fonction du conditionnement que tu as reçu. Et c'est là où le guidage peut être vraiment, c'est là où l'écoute de l'autre est importante quand on essaye, parce que l'autre, il vient en demande, il vient te demander, ah, aide-moi, parce que je vois rien, je suis perdu dans ma vie, etc. Alors on va essayer de chercher dans le langage de l'autre, qu'est-ce qui va pouvoir je dis, c'est comme Rupert Spira, il dit, on va essayer de savoir où on est dans la forêt. Je vais essayer de voir où l'autre est dans la forêt, puis de le guider par la voix ou par, oui, des outils vers, essaye de voir si tu ressens ça. Ouais. Et si tu sens ça, peut-être qu'il va y avoir quelque Et, chose de plus lumière. et peut-être que ce mot, Dieu, c'est justement l'arbre qui cache la forêt. Tu dis, c'est le mot qu'on pose à partir des conditionnements qu'on a reçus. Et moi, j'ai l'impression que derrière ce mot, il y a tout un empilement narratif, chez la plupart des gens, et moi aussi, qui a pour fonction d'entrer en relation avec cela. Hein, comme dans le chamanisme et dans l'animisme, il va y avoir une plante, et cette plante, on va lui conférer un esprit pour l'anthropomorphiser et rentrer en relation avec. Et donc, derrière ce mot Dieu, il y a tout un bagage culturel, très imagé, très archétypal, qui va nous permettre de rentrer en contact avec quelque chose. Et, et je crois que dans les trois principes, ce qui est proposé, et tu les as nommés les trois principes, mais on va peut-être un petit peu mieux les Ouais. ouvrir comme des cartons, euh, c'est justement d'aller oser ou de proposer de se séparer de cet empilement narratif à l'endroit de ce que moi j'appelle ça, cela, ou que certaines personnes pourraient aussi appeler le Tao. Euh, est-ce que ça colle, ce Et que je dis? complètement, Hmm. complètement. Si tu veux, les trois principes, c'est d'abord, Sydney Banks ne cesse pas de dire la sagesse est à l'intérieur. La grande différence, et toute la différence que ça a fait pour moi, c'est que j'ai été élevé dans une culture qui disait Dieu est là-bas, là-haut, et moi je suis là, et je vais essayer de communiquer avec Dieu qui est là-haut, qui est bien plus grand que moi. Moi je suis petit, moi je suis perdu, je suis un pécheur.
Je suis, en plus, je suis issu vraiment d'une tradition catholique à la limite de la superstition, tu vois. Pour moi, Dieu, c'était Big Brother, hein. Il me regardait et puis il était prêt voilà. Donc, quelque chose qui n'était pas. Là où Sydney Banks dit Dieu, il est là, et c'est là qu'il se trouve et c'est là qu'on va le trouver. Et c'est en dévoilant, c'est en enlevant les voiles que on va le trouver ici. Et par exemple, tu vois, il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à ça tellement la couche d'histoire est épaisse. Ma mère, qui pourtant a d'énormes qualités, qui est critique, qui a toujours eu un regard critique par rapport à sa religion, mais elle n'arrive pas à accepter l'idée que Dieu puisse être là. Et les trois principes, esprit, conscience, pensée, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à la découverte que Dieu est là. C'est réaliser Dieu en soi. C'est ça. C'est ce que disait Sidney Banks. Il disait, il y a deux états d'être, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension horizontale, la dimension verticale. Et ces deux états d'être cohabitent de manière absolument indissociable dans l'expérience. Dieu ne peut pas faire l'expérience de lui-même sans moi. Je ne peux pas faire l'expérience de Dieu sans moi. C'est-à-dire, les deux sont absolument indissociables. Et néanmoins, ce moi-là, c'est une forme transitoire. Mais l'essence de ce que je suis prend toutes les formes. Il y a une autre métaphore que j'utilise, et peut-être, puisque tu me demandais comment est-ce qu'on pourrait en parler autrement, moi j'utilise une autre métaphore qui parfois fonctionne, ça dépend vraiment encore une fois du conditionnement et de la chaîne des causalités qui détermine la personne. C'est l'écorce et le noyau. Je dis, on a deux états d'être, on a le noyau qui est au cœur de nous, qui est à l'intérieur de nous, et le noyau de moi est le même que ton noyau, Stéphane. On a le même. Mais sur ce noyau, il y a une écorce. Et cette écorce, elle est unique. C'est notre singularité absolue. Il y a un seul Stéphane. Il y a un seul livre. Quand on commence à voir cette singularité, on en voit la beauté aussi. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est comme quand tu regardes un arbre et que tu vois que toutes les feuilles se ressemblent, mais qu'il n'y en a pas une pareille. La manière dont Dieu, l'essence, la source, l'énergie primordiale, etc., prend forme, chaque fois, c'est dans une singularité absolue. Et c'est la beauté de ça. Et à la fois l'égalité absolue aussi de toutes les formes. C'est ça. C'est que ça met fin à tous les jugements, ça. Parce qu'on est tous la même chose en essence. Et notre chemin de vie peut être dessiné comme ça, relier l'écorce au noyau et faire circuler l'énergie entre l'écorce et le noyau. Et d'une certaine manière, quand je te disais la potion magique Obélix, j'ai l'impression que ce à quoi m'a amené le raccourci que j'ai pris en prenant des champignons qui sont des choses naturelles qui poussent, hein, ça fait partie de Dieu aussi. J'ai recréé le lien entre le noyau et l'écorce. Et ça circule maintenant. Et cette circulation change complètement l'expérience parce que la première des conséquences, c'est la peur qui disparaît. J'ai plus peur. J'ai plus peur de mon expérience. Et Sidney Banks disait ça, il disait si les humains arrêtaient d'avoir peur de leur expérience, le monde changerait complètement. Et je suis assez d'accord avec cette idée. Et en même temps, j'aime ce qui est. Et je ne suis pas en révolte vis-à-vis de ce qui est, parce que le travail, il est à faire ici. Et uniquement ici. Je ne vais pas changer le monde, je vais le changer là. Et ça aussi, c'est l'enseignement des trois principes. Tout est une pensée, et c'est l'attention que tu mets sur les pensées qui crée la réalité pour toi. Si je mets l'attention sur la pensée, le monde est horrible, je dois me défendre, je dois me cacher, bah, c'est l'expérience que je vais faire. Et aujourd'hui, si j'ai la pensée, ah, je m'aime pas, j'aime pas ça en moi, je suis maladroit, je suis ceci, je suis cela, bah, c'est l'expérience que je vais faire.
Dans tes vidéos, il y a quelque chose que tu nommes qui me semble sur ce chemin de découverte, euh, parce que c'est comme ça que j'appellerais, j'ai même pas envie de l'appeler éveil finalement, parce que ça aussi, c'est encore une fois une couche, plusieurs couches d'empilement, d'empilement narratif. Euh, sur ce chemin, tu nommes quelque chose qui me parle énormément, c'est la focalisation. Et j'ai la sensation, dans ma narration personnelle, que en tant qu'humain, nous sommes un point focal de quelque chose de plus grand, qui se rétrécit, qui se matérialise sous la forme d'humain, Ouais, et qui va porter son attention à certains endroits. ouais. Et par exemple, là, on est en train de discuter, et je viens de me rendre compte qu'il y a des oiseaux qui chantent dehors. Et donc, Mhm. ils rentrent dans le champ de la réalité, et maintenant, je ne peux plus les ignorer. Mhm. Mhm. Et je crois que cette articulation entre une focale extrêmement précise, mon interlocuteur, et puis d'un coup un peu plus large, les oiseaux, et peut-être dans quelques secondes un petit peu plus large, quelque chose de plus grand qui circule à travers moi et à travers chaque être humain, Ouais. j'ai l'impression que cette articulation, qui est en fait la focalisation plus ou moins précise de mon attention, va conditionner mon expérience de vie. Et je crois que tu as quelque chose d'extrêmement intéressant à dire à ce sujet, et surtout avec tes mots à toi, tu peux nous éclairer à cet endroit-là. C'est absolument ça, Stéphane. La réalité de mon expérience va dépendre de ma focalisation et de ce sur quoi je vais focaliser. Je suis absolument pas indemne des circonstances extérieures. C'est-à-dire, la réalité arrive. Les choses nous arrivent. Par exemple, les oiseaux. Tu découvres qu'il y a quelque chose. Ah, tiens, j'étais focalisé sur la conversation, je note. Quelque part, ton champ de conscience s'élargit. Mais il s'élargit sur quelque chose. Enfin, moi, entendre le chant des oiseaux va ajouter à la qualité de mon expérience dans l'instant. Mais il peut y avoir autre chose. Tu peux d'un seul coup avoir la pensée de, je sais pas, n'importe quoi. Ah, au fait, je vais pas, j'ai pas assez d'argent sur mon compte pour finir le mois. Et ton expérience va changer instantanément quand tu vas avoir cette pensée qui va passer, si tu mets l'attention dessus. Foup. Et il y a quelque chose autour de cette question de la focalisation. Il y a un autre mot qui me vient, c'est le mot de la maîtrise. Tout l'art de vivre, pour moi, c'est la maîtrise de la focalisation. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus vrai qu'autre chose. Ce qui est vrai pour moi va être mon expérience. Et par exemple, parce que c'est tout chaud là, donc j'ai envie de parler de ça. Quand il y a 2 semaines, j'ai été pris de cette douleur absolument, dans le langage courant, on dirait insoutenable, dans là derrière, le bas de la tête et les épaules. Ça m'a pris comme ça, et toutes les histoires que j'ai dans ma mémoire autour de ce genre de choses me sont venues instantanément. Je ne sais pas si tu as lu Le Scaphandre et le papillon. Donc, le locked-in syndrome. Est-ce que c'est pas une hémorragie qui est en train de démarrer à la base du crâne et je vais être paralysé? Immédiatement, qu'est-ce que ça crée ça? Une compression, une tension, si je mets la tension dessus. Mais il y a une autre histoire que j'ai apprise aussi. C'est Wim Hof. C'est faire l'expérience du froid, c'est me plonger dans de l'eau à 0 degré et apprendre que pour pouvoir supporter cette intensité-là, que je ne vais pas appeler douleur, que je vais appeler intensité, je peux mettre mon attention sur ma respiration. Si je respire bien, je vais être capable de, entre guillemets, supporter ça. J'ai choisi, parce que j'ai eu la possibilité de le faire, de mettre le focus sur ma respiration plutôt que sur le locked-in syndrome et la panique. J'ai dit à ma compagne, je crois qu'il va falloir que tu appelles l'ambulance parce que je ne vais pas m'en sortir tout seul. Et j'ai commencé à respirer. Et j'ai respiré tout du long pendant ce voyage, qui a été vraiment très très éprouvant parce qu'il y a un moment où j'ai perdu toute comment dire, la capacité de bouger. Je pouvais plus serrer la main, je pouvais plus rien faire. Je me paralysais littéralement. Et c'était une réaction du corps à la violence de cette douleur.
Après les IRM, on a vu qu'en fait, c'était un point sur la moelle épinière et une petite hémorragie, pas très grave. Mais je suis passé par toutes les pensées. Les pensées de je vais peut-être rester paralysé, comme Ramdas qui a eu son AVC à 67 ans et qui s'est retrouvé paralysé de la moitié du corps. Et j'ai mis l'attention sur d'accord, oui, ok, c'est ça. C'est ça l'expérience que moi, la conscience, je suis venu faire ici. J'ai pas eu peur, ce qui est complètement fou. Parce que moi, la souffrance physique, il y a un certain temps, tu vois, c'était tout de suite la panique. Je partais en vrac, je me mettais à crier, je me roulais par terre, c'était horrible. J'avais pas, j'avais pas du tout développé cette capacité, cette maîtrise de la focalisation. Et là, la focalisation, elle a complètement changé l'expérience. Et elle m'a ramené à un endroit où, quand c'est devenu possible, je me suis reconnecté à l'essence. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, l'amour. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans mes expériences psychédéliques. Je me souviens que dans l'expérience du LSD, je disais, ma compagne qui était là avait enregistré, je disais l'amour, l'amour, l'amour. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais l'impression d'être baigné dans l'amour. Et je me souviens que dans le camion, dans l'ambulance des pompiers, quand je suis tombé dans les pommes et puis je suis revenu à moi. Et quand je suis revenu à moi, la douleur était toujours là. Les pompiers, ils ont rien pour te calmer. Il faut que tu arrives à l'hôpital pour qu'on te donne de la morphine, quoi. J'avais toujours la douleur, mais je sentais les forces revenir dans mes muscles. Et c'est l'amour qui est venu. Et pourquoi? J'en sais rien, Stéphane. Je peux pas prouver que c'est parce que j'ai maîtrisé la focalisation. Je peux juste te dire, avant, j'aurais été dans la panique totale. Et là, j'ai fait presque une expérience psychédélique sans prendre aucune substance, simplement en étant présent avec la réaction de mon corps au moment où ça m'arrivait, cette douleur intense, cette paralysie qui avait l'air de se généraliser, et puis finalement qui s'est étendue, la capacité musculaire est revenue, l'absence de peur et le fait d'être totalement OK avec l'idée que bah, je suis peut-être en train de mourir en fait. Et je me souvenais aussi, je me suis souvenu de, je ne sais pas si tu as vu ce film sur Timothy Leary. Il y a un film qui a été fait sur la mort de Timothy Leary. Je crois que c'est Zach Leary, son fils, qui a fait le film. Et à un moment de sa vie, donc assez tard dans sa vie, il apprend qu'il a un cancer de la prostate inopérable et c'est fini. Et tu le vois devant la caméra dire, je vais mourir. Enfin, j'ai tellement envie de ça, de cette découverte-là. Ça m'avait frappé, ça. Je me dis, mais comment on peut? C'est tellement à l'opposé de tout ce qu'on nous apprend sur la mort. C'est terrible, c'est affreux, c'est la disparition, c'est la fin. Là, j'étais OK avec ça. Donc, cette focalisation dont tu parles, j'ai l'impression d'avoir entretenu ce muscle, musclé cette capacité-là grâce à l'attention que j'ai mise sur les trois principes, grâce au fait que pour moi, les trois principes sont la vérité. C'est quelque chose que je sais, c'est pas quelque chose auquel je crois. Et ce savoir-là a l'air d'être là pour moi. Ah, Et oui. Quand on parle de focalisation, ce que j'entends quand tu parles de focalisation, c'est comme si une part en toi décidait d'aller orienter la focale dans un endroit ou un autre. voilà, Première question, qui c'est moi, qui décide? voilà. Euh, et, et aussi, j'aurais dû commencer par ça pour te faciliter le déroulé. J'ai l'impression que nous choisissons de focaliser sur les pensées et que l'endroit qui est à la source de ce choix-là, de dire je vais me focaliser sur les pensées anxieuses, angoissantes, etc., c'est un désir de contrôle qui provient d'une peur fondamentale de quelque chose. Est-ce que tu peux commenter ça et essayer de nous expliquer, enfin nous partager ta vision des choses à cet endroit-là?
Il y a un point qui est fondamental on va dire, l'enseignement, mais c'est la vibration, on va dire, de Sydney Banks. Et un point sur lequel moi j'ai résisté, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il arrêtait pas de parler de libre arbitre. En anglais, on dit free will. Et c'est là où, d'ailleurs, la question des langues est intéressante. Moi, j'ai tout appris en anglais, hein. Tout ce que je partage aujourd'hui en français, je l'ai appris chez les anglo-saxons. Sydney Banks parlait anglais. Et tous ses partages sont en anglais, avec un accent écossais en plus à couper au couteau. Mais il disait free will, donc le libre arbitre en français. On devrait dire la libre volonté. Est-ce qu'on a une volonté libre? Donc le choix. Est-ce que j'ai le choix? J'ai pensé toute ma vie que j'avais pas de libre arbitre. Que si je regardais mon expérience de près, tout, absolument tout était conditionné. J'ai rien choisi. J'ai pas choisi d'être ce corps. Moi, le petit livre, si tu veux, j'ai pas choisi d'être un garçon. J'ai pas choisi d'être né en 1960 dans une famille catholique avec ces parents-là, dans cet endroit. J'ai rien choisi. Quand j'ai commencé à... Moi, j'adore la musique, j'adore le cinéma, etc. Longtemps, je me suis pas posé la question de pourquoi. De qu'est-ce qui faisait que j'aimais plutôt, je sais pas, le punk plutôt que... Pourquoi j'aimais à un moment le progressive rock et puis pourquoi j'aimais plutôt ce groupe ou plutôt que ce groupe-là. Et si tu cherches, tu vas pas trouver pourquoi. Il y a des préférences. Et très vite, j'ai vu que, en fait, tout ce qui ressemblait à des choix pour moi, tout ce qui ressemblait à des préférences, était finalement prédéterminé. C'est pas moi qui choisissais. Il y avait des gens à côté de moi qui aimaient une musique, j'écoutais cette musique et je me disais, mais je déteste ça, j'aime pas du tout. Mais pourquoi? Et puis j'avais des camarades qui aimaient, par exemple, un genre de femme, tu sais, ces trucs. Puis moi, je préférais ce type de femme-là, mais pourquoi? J'en sais rien. Si je vais vraiment chercher à la source, je peux pas trouver. Donc du coup, j'ai pas de libre arbitre parce que tout ce que je fais est déterminé par des trucs qui, si je les regarde de près, je les ai pas choisis. Et Sydney Banks n'arrête pas de parler de libre arbitre. Alors je me dis, mais de quoi il parle? Et en fait, ce que j'ai découvert à la suite de tout ce chemin que je partage avec toi, c'est que oui, j'ai un choix radical. En tout cas, j'ai l'air d'avoir un choix. Et j'aime cette histoire que j'ai le choix. Parce que comme il n'y a que des histoires, le tout c'est de choisir l'histoire qui marche. Et l'histoire qui marche pour moi, c'est que je peux choisir. Je peux choisir s'il m'arrive quelque chose comme ce qui m'est arrivé il y a 15 jours avec Je peux me dire dans l'instant où ça m'arrive, tout est là pour moi. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Qu'est-ce que tu viens me dire, toi, la source, à travers l'expérience que je suis en train de vivre? Et tu viens me dire quelque chose qui est là pour moi. Si ce que je faisais avant, c'est je veux pas de ça, c'est horrible, qu'est-ce qui m'arrive, je suis en danger, qu'est-ce que je vais vivre? La souffrance. Alors que la seule chose qui soit l'invitation qui m'est faite, c'est l'expérience intense de être. Être dans la douleur, on va dire douleur, mais douleur, c'est un mot qui colore déjà, tu vois, c'est déjà une histoire, douleur. Intensité de l'expérience, c'est plus neutre. Et c'est là où j'ai le choix. Je peux dire, ah, souffrance atroce, insoutenable. Vers quoi ça m'emmène? Vers l'expérience d'une souffrance atroce, insoutenable. Message, euh, expérience, meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est une autre manière de mettre une étiquette sur l'expérience. Je peux choisir. Et j'ai choisi. En tout cas, j'aime l'idée que c'est moi qui ai choisi de me dire, c'est là pour toi. Essaye de vivre ça de la manière la plus consciente, en focalisant ton attention sur ce que tu sais. Cette expérience est forcément là pour toi. Et si c'est la mort qui vient, embrasse-la. Ben, ça change tout. Hmm. Ça change absolument tout. Et je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est cette idée de choisir qui fait toute la différence dans l'expérience.
quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, je peux décider, c'est moi qui décide de ce que je crée avec ça. Je suis le créateur de l'expérience. Toute la réalité autour est neutre. C'est la manière dont je la colore avec ma pensée, avec ma focalisation, qui va générer mon expérience. J'ai l'impression d'avoir accès à ça. Et, et voilà. Ma manière de le dire et de le comprendre déjà de moi à moi, c'est la nature de la réalité est fondamentalement subjective. Elle n'est que subjective. Oui. Et donc on a des subjectivités qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui construisent ce qui ne sera finalement que des histoires. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que mon livre, il devait s'appeler Tout est une histoire. Il s'appelle finalement, pour des raisons qui sont liées aux histoires de mon éditeur, Transforme ta vie avec les trois principes. J'aime bien l'idée que les trois principes soient dans le titre. Mais tout est une histoire et chaque chapitre du livre commence par une histoire de. Tout est une histoire. La seule histoire qui n'est pas une histoire, c'est que tout est une histoire. Mm. Et si tu arrives à, si tu te racontes cette histoire-là, que tout est une histoire et que c'est l'histoire que tu te racontes qui détermine l'expérience que tu fais, là, le choix, il est possible. Parce que je peux me raconter l'histoire que je veux. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, dont moi, en fonction du jour de la semaine, il n'y a pas de choix, il y a Mhm. quelque chose qui nous emporte Oui. et la cognition, cette flexibilité cognitive qui nous permet de dire, ah, là je suis en train de choisir un chemin qui me fait raconter que ma journée c'est de la merde ou que ma vie est un enfer, etc., etc., est basée, est conditionnée, ce manque de flexibilité qui nous fait prendre un chemin est conditionné par un endroit contracté en nous que Mhm. moi, naïvement, j'appelle la peur. Mhm. Ah oui. Et toi, tu dis, bah, la peur a disparu. Et ça, je crois que c'est pas donné à tout le monde et que cette flexibilité cognitive, cette souplesse qui nous fait dire, bah là, je suis en train de faire un choix de passer une journée de merde ou de voir cet événement comme absolument dramatique. Et d'ailleurs, vous ne m'entendez pas, cet événement est dramatique. Toi qui dis que c'est un choix, tu n'as aucune connaissance de ce que je traverse, etc., etc. Ouais. Euh, j'ai la sensation, et je viens l'explorer avec toi, qu'il y a des endroits chez nous qui n'ont pas le choix et que nous Absolument. sommes dirigés par quelque chose que moi j'aime qualifier de traumatique, qui peut être conditionné, etc. Qu'est-ce que Mhm. tu peux dire à quelqu'un qui te dirait, non mais ton discours, c'est bien joli, mais tu sais, j'ai pas le choix. Oui. Qu'est-ce que je lui dirais? D'abord, je ne détiens pas la vérité. Je détiens une vérité qui marche pour moi. Ça ne marche que pour moi tel que ça marche. Tu sais, toi, quel est le chemin pour toi. Et peut-être que dans ton chemin à toi, il est, en tout cas ça a l'air d'être vrai, fondamental que tu crois ce à quoi tu crois. Et si tu viens me demander, Liv, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer d'entrer en dialogue. Si tu viens me dire, mais tu ne vois pas que je suis complètement enfermé et que c'est ça la vérité, c'est que le traumatisme, je te dirais, mais c'est ta vérité et je suis absolument d'accord avec ça. Et je ne suis absolument pas, j'ai pas envie du tout de rentrer dans un débat avec toi. Je regarde ta vérité et je vais peut-être dévier, je vais peut-être te donner l'impression que je dévie, mais il y a dans mon expérience quelque chose qui a complètement changé. J'ai passé ma vie dans la peur, et notamment dans la peur de l'autre. Et des révolutions les plus spectaculaires que j'ai vécues et que je vis même encore tout de suite à cet instant-là, et qui parfois est très très difficile, semble-t-il, à comprendre pour certaines personnes, pas tout le monde, mais c'est la révolution de l'amour. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose en moi qui a... Et je suis certain que c'est pas le chemin de tout le monde, hein. Je suis certain que c'est pas le chemin de tout le monde et qu'on a chacun un chemin de vie. On peut se raconter une histoire autour de ça. On peut dire, les Indiens qui parlent de réincarnation, etc. On peut dire on est à la septième ou à la dixième ou à la vingtième réincarnation et le chemin de cette réincarnation-là, c'est avoir peur. C'est ça le chemin. Si c'est là, si c'est là que tu en es, c'est ton chemin. Il est magnifique. Là, moi, je mets une histoire.
ton chemin est magnifique, je sais que ton chemin est magnifique. Et si je repars de cette histoire de noyau et d'écorce, moi je vois ton noyau. Et je vois ton noyau depuis mon noyau. Et depuis cet endroit-là, je ne peux pas m'empêcher de, entre guillemets, t'aimer. Même si tu me balances à la gueule, t'es vraiment le dernier des connards, tu racontes que des choses. Et j'en ai des gens comme ça, hein, tu imagines, avec un following comme le mien, ça n'arrête pas. Ouais, que c'est que ça, ce que tu veux, c'est que les gens soient apathiques, tu ne veux pas combattre, tu ne veux pas, tu mets la tête dans le sable, etc. Et c'est totalement OK, ça. Peut-être qu'il y en aura un qui voudra me tuer, tu vois. Je veux dire, la seule chose que je peux dire, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, c'est ce que je sais. Et toi, tu sais. Et ta sagesse, elle est dans toi. C'est pas moi qui vais. Je vais pas te filer ma sagesse et te dire, tu comprends rien, tu vas voir, tu peux te débarrasser de ta peur. J'en sais Oui, rien. je crois que le grand paradoxe dans tout ça, c'est que ces gens-là, et toi, et ceux qui s'opposent, ont tous fondamentalement raison. Mais oui, mais tout le monde, mais tout le monde. A fondamentalement raison. Quoi que Tout tu le monde penses. fait ce qu'il peut. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Hmm, Absolument, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et moi, le fait de le voir, ça me remplit d'amour. Et du coup, et c'est ça aussi qui me passionne quand justement je suis confronté à des gens qui sont très très réticents ou qui me renvoient quelque chose de, tu vois, presque d'agressif carrément, tu vois. bien sûr. Ça m'intéresse d'être confronté à ça parce que justement ça vient me questionner en profondeur sur est-ce que ça tient mon truc? Est-ce que je continue de pouvoir me connecter au noyau de l'autre et de voir l'autre exactement comme je me vois moi? Tu sais, il y a un truc dont je parle sur les réseaux et c'est un exercice ou un processus que je fais avec tous les gens avec qui je travaille que j'appelle le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est toutes les phrases qui commencent par je suis. Enfin, on peut les laisser émerger comme des phrases qui commencent par je suis et qui déterminent ton état d'être à chaque instant. Ma première phrase de mon nouveau règlement intérieur dit je suis Dieu qui adore faire l'expérience d'être moi. Je la vis, cette phrase. Je, Quand je la perds, quand je me retrouve parfois perdu dans mes pensées, c'est ma boussole, c'est mon bâton de maréchal. Je la rattrape et je me dis, oublie pas, je suis Dieu qui adore faire l'expérience d'être moi. Je suis l'énergie primordiale, je suis la source qui adore faire l'expérience d'être moi. Jusqu'à ce que je le sente, parce que ça parle là, pas là. Si je le sens pas, si c'est juste une belle phrase, si c'est juste une affirmation positive, ça marche pas. Faut que je le sente. Faut que je sente comme ça, que ça me reconnecte à ce truc dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, le neuralizer, tu oublies tout, qu'est-ce qui reste? Ça me reconnecte à cet endroit-là. L'autre est la même chose, sous une autre forme. Hmm, ouais. Et à cet endroit-là, je peux pas m'empêcher de l'aimer. Hmm, Je ne peux pas. Même s'il me balance des tomates ou même s'il me fout un coup de poing dans la gueule. Parce qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qui est vrai pour lui. Et cette vision-là, elle a des conséquences considérables, hein. Imagine les conséquences que ça pourrait avoir, que tout le monde voit les choses comme ça dans le domaine de la justice, par exemple. oui. Que la justice devienne restaurative plutôt que punitive. Parce qu'on part toujours du principe que l'autre a l'intention de... Il veut être mauvais. Il veut être mauvais. Il est méchant. C'est le dialogue que j'ai avec ma mère. On en rigole. Et puis j'ai fait des petits clips là-dessus. Ma mère me dit, les méchants ont choisi d'être méchants. Je lui dis, bah, très bien. Alors toi, tu as choisi d'être gentil. Elle me dit, oui. Je dis, bon, alors, pour rigoler, est-ce que tu peux choisir d'être méchante, là, 2 minutes? Elle me dit, bah non. Je dis, bah alors, tu peux pas choisir d'être méchante? Ah, vas-y, vas-y, essaye. Non, je veux pas. Je dis, oui, mais tu peux choisir, vas-y. Et là, elle est coincée et elle me dit, oh, mais de toute façon, avec tes trucs et tout. Je dis, mais on choisit pas, on fait toujours, tout le monde fait ce qu'il peut. Hmm. Même le pire tortionnaire, il fait ce qu'il peut. C'est ce qui m'aide personnellement à tenir dans ce phénomène que tu décris, et j'en suis surpris.
que tu vis aussi, qui est en fait une forme d'expérience des détracteurs, et malgré le fait que tu aies un discours qui ne soit jamais péremptoire, qui ne soit jamais ascendant, on arrive quand même à te trouver des détracteurs. Et moi, ce qui m'aide à Oui, traverser dans ce qui est encore pour moi une incompréhension, mais j'en suis pas à ton niveau d'interprétation, mais c'est cette personne a fondamentalement raison. ouais. Et je crois que pour naviguer dans les relations interpersonnelles, alors bien sûr, il y a la CNV, fabuleux, Oui. mais il y a ce changement de paradigme qui consiste à accueillir l'autre dans le fait qu'il est absolument persuadé de ce qu'il pense et de ce qu'il croit à son sujet, et que peut-être penser cela à ton sujet est structurant et salvateur pour lui. Mais Et c'est absolument. un phénomène de préservation. Et je disais tout à l'heure, la nature de la réalité est fondamentalement subjective, j'aime rajouter, et fondamentalement projective. Oui. Hein. Mais oui, mais Donc, oui, je suis complètement à fond avec toi là-dessus. Et le fait de le voir, si tu veux avoir cette information-là, encore une fois, c'est pas une, c'est toujours difficile de prétendre qu'on voit ou qu'on sait plutôt que on croit. Parce que quelque part, c'est toujours des histoires. Mais j'ai la sensation de le voir. Et à partir du moment où tu le vois, tu peux pas ne pas le voir. C'est comme tu sais faire du vélo, tu peux pas ne plus savoir faire du vélo. À partir du moment où j'ai commencé à voir ça et à voir à quel point plus je le voyais, ça change évidemment, ça change mon expérience. Et c'est la seule chose qui compte. Ça change mon expérience. Et si tu veux, quand tu es confronté à ça, bah, on peut se rappeler de l'histoire de Jésus, hein. Il aimait tout le monde, il a fini sur une croix, hein. Donc, ça fait partie de l'expérience, ça. Ça fait partie du jeu, de dire, bon, bah, je me montre, et puis je commence à parler d'amour aux gens, et puis je commence à dire, ok, tu peux me balancer toutes les tomates que tu veux, je t'aime. Parce que je sais qui tu es. Tu es la même chose que moi. T'es Dieu déguisé en... Je balance des tomates sur l'Yves Brunet. Ça va. Alain Moite, il dit ça, il dit, eh, je t'ai reconnu, Shiva. Bah, et c'est exactement ça. On est tous ça, on est tous Dieu déguisé en quelque chose de singulier, d'unique, et on a tous un parcours unique à faire dans cette vie. Ce que ça change pour moi, c'est vraiment la question du jugement. J'appelle ça l'égoïsme radical divin. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle The Way of Mastery. L'égoïsme, qu'est-ce que c'est l'égoïsme radical divin? C'est arrêter de se juger une fois pour toutes. J'arrête de me juger. Si j'arrête de me juger, je ne peux pas te juger. C'est impossible. J'ai perdu la capacité du jugement pour moi. Et, et du coup, si tu veux, dans mon expérience à moi, ça a fait diminuer la présence de la souffrance à un niveau où je vais te dire, mais change rien, Stéphane, moi je suis au paradis aujourd'hui. J'y suis, j'y suis vraiment. Il y a quelque chose en moi qui est dans la jubilation, dans la joie. J'ai quelque chose d'un enfant dans un bac à sable. Et je le sens tout de suite, je le sens en moi, cette espèce de jubilation d'être là. Et, et parfois, chez les autres, tu sens que leur expression, certes, elle est comme tu la décrivais, c'est-à-dire, oui, c'est fondamental chez eux, c'est ça qu'ils doivent faire, c'est ça. Mais s'il y a une demande, s'il y a une demande d'apaisement de la souffrance, parce que parfois il y a ça, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, il est possible que j'essaye de vibrer quelque chose pour la personne qui est en face. Mais il faut qu'il y ait une demande. Il ne faut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. absolument. Et s'il n'y a pas de demande, s'il y a simplement une énergie qui se manifeste, bah, c'est juste l'accueillir. Et l'accueillir dans toutes ses dimensions, y compris le poing dans la gueule. Je veux dire, bon, bah voilà, encore une fois, je vais dire, bah, cette expérience, elle est là pour moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Peut-être je vais quand même porter plainte parce que j'ai pas envie que ça se reproduise pour quelqu'un d'autre, tu vois. Mais il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de haine, il y aura juste, et j'en parle dans mon podcast et j'en parle dans mon livre, si tu prends une porte dans la tronche à cause d'un coup de vent, tu vas pas faire le procès du vent. Tu vas pas aller emmener le vent en justice en lui disant, qu'est-ce que t'as foutu? S'il y a un ours dans la forêt qui t'arrache un bras,
Tu vas pas l'emmener en justice, tu vas avoir un bras arraché, puis tu vas te dire, putain, je suis trop con, j'aurais pas dû aller dans la forêt, et tout ça. Ce qui est aberrant, hein, parce que j'aurais dû. C'est une histoire. Et c'est pas une histoire qui va te faire du bien, parce qu'on choisit pas, en fait. Mais par contre, si c'est un humain qui t'arrache le bras, alors là, il aurait pu faire autrement. Non, il a fait ce qui était possible de faire pour lui dans l'instant. La conséquence, t'as un bras en moins. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui se serait passé si ce bras en moins, je l'avais eu à cause d'un accident de voiture, quoi? C'est la même chose. Et C'est juste ce que je pense qui va générer mon expérience. cette posture que tu as, moi, ça me donne la sensation que implicitement, tu coupes ce qu'on pourrait appeler une spirale de violence. Oui, mais je le fais pas dans cette... Il n'y a pas d'intention, tu vois. Je constate que ça coupe la spirale de la violence, mais c'est pas dans l'intention de la couper. C'est-à-dire que... Et ça, c'est important. Euh, Parce que c'est vraiment le rapport au monde, là, qui est... Qui est questionné. J'ai compris que ça se passe, tout se passe ici. J'ai compris que ma souffrance, je la crée pour moi-même. Donc, ce que j'ai coupé, si on peut dire, ce que j'ai vu m'a aidé à voir à quel point la douleur était inévitable et la souffrance facultative. Et toujours facultative. Et savoir que la souffrance ici est facultative, ça m'a fait enlever les jugements. Et le résultat, c'est ce que ça, c'est ce que c'est ça. Mais c'est pas l'idée que je vais baisser, je vais couper la spirale de la souffrance. Et je sais aussi, je sais aussi que il suffit que mon niveau de conscience soit bas, et ça arrive que mon niveau de conscience soit bas. Il peut arriver que quelqu'un me balance un truc, et, et puis j'étais en train de ruminer, et boum, ça me choque, et je vais réagir au lieu de répondre. Je vais réagir au lieu de répondre. Je vais pas me laisser le temps de répondre, je vais, boum, réagir. Et après, je me dis, ah tiens, c'est marrant, t'as réagi. N'empêche que j'aurais eu la réaction, et peut-être que la réaction, ça va être de repousser l'autre, tu vois, ou de sortir une parole, de laisser sortir une parole conditionnée par les anciens, voilà, toute la chaîne de causalité qui détermine mon être. Peut-être ça va sortir, mais je le vois, et je ne, et je sais que faisant ça, tu vois, le côté, tu disais, tu as dit tout à l'heure, projectif. J'ai projeté quelque chose que j'ai à résoudre ici, Bien sûr. là-bas. Et en faisant ça, je me suis pas fait de bien. La seule manière de me faire du bien, c'est revenir là. Et voir la part qui s'est soudain à l'intérieur de moi, parce que il y a la communication non violente, et puis il y a l'IFS, hein, il y a ce que Issa Padovani appelle les multiples aspects intérieurs, c'est-à-dire les parts à l'intérieur de soi. Il y a une part en moi qui vient de se manifester. Je vais aller la voir. Et je vais lui dire, alors comme ça, tu es toujours là, toi. Mhm. Je la vois ton énergie, je sais que tu veux me protéger. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. Je sais que tu as eu peur là, mais ça va. Et encore une fois, c'est un muscle, ça. Je me suis même formé en IFS parce que je me suis dit, ça, c'est un outil qui est vraiment très, très intéressant à travailler avec des gens qui ont besoin, qui sont coincés dans certains endroits de leur vie parce qu'il y a une part qui est là et ils la voient pas et ils la rejettent inconsciemment plutôt que d'aller la rencontrer et finalement d'aller l'aimer parce qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Voir tout ça génère ce que tu viens de dire. Oui, ça fait baisser le niveau de violence, sans doute. C'est vrai qu'en ma présence, je constate que je suis de moins en moins confronté à ça. Merci. Alors, cette discussion est totalement improvisée. Néanmoins, j'avais prévu des petits points. J'en ai coché deux. Mhm. Et le troisième, c'est quand tu parles de quelque chose qui m'est très très cher, dont j'essaye de parler le plus souvent possible, c'est la prise en compte de la dimension spirituelle de l'existence. Et tu m'excuses hein, si je ne le dis pas correctement, mais cette phrase-là, qui ouvre plein de portes chez moi, hein, puisque c'est un peu mon... Si j'avais un cheval de bataille aujourd'hui, ce serait celui-ci. C'est réintégrons le mystère, réintégrons la dimension symbolique, réintégrons la dimension poétique, artistique et spirituelle.
Mais ça appelle quand même ici, avant que qu'on développe ça, bah, ce mot-là, spirituel, il est de plus en plus fishy, il est de plus en plus... On va en mettre, c'est comme le mot Dieu, on va mettre plein de trucs dedans. Et certaines personnes, ils entendent spirituel, ouh là là, déjà il y a une confusion culturelle avec la religion. Et ensuite, si on est au stade où on a bien discerné la religion de la spiritualité, en fait, de quoi parlons-nous quand on parle de spiritualité? Est-ce que tu peux tenter avec ton monde définir le mot spirituel? Première chose qui me vient, c'est pas pour convaincre, c'est juste le premier mot qui me vient, c'est Teilhard de Chardin, hein. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. J'ai la conviction que c'est la vérité absolue. Et je dirais, nous sommes l'être spirituel qui fait une expérience humaine. Parce qu'il y a une unité derrière ça. On parlait de non-dualité tout à l'heure et de choses de cet ordre-là, de l'Advaita Vedanta, par exemple. Il y a une seule chose, il y a le un, l'essence, qui, s- qui n'a pas de forme et qui s'explose dans la forme sous des milliards de formes. Ça a l'air d'être ça qui se passe. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est voir que l'expérience que nous faisons est 100% mentale. Pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait quelque chose, et cette chose n'a pas de forme, c'est mental. Spirituel, spirit, c'est l'esprit. C'est- Nous faisons une expérience de l'esprit. Sinon, il n'y a pas d'expérience. S'il n'y avait pas cette énergie primordiale à l'intérieur de moi, là, si elle n'était pas là, je serais un corps mort, je serais un cadavre, je serais une forme absolument inanimée. Euh, mais inanimée au point qu'il n'y aurait même pas d'atomes. C'est impossible en fait à décrire, si tu veux. Donc la spiritualité, après on peut rentrer dans les histoires, on peut rentrer dans l'histoire et se dire que la spiritualité, les peuples premiers, ils étaient parfaitement connectés à ça. La disparition, si on peut dire, ou la contamination, de la spiritualité, c'est occidental quand même. C'est toute une manière de penser qui est venue s'imposer et qui fait que on en est là où on en est aujourd'hui, quoi. Mais la spiritualité, c'est l'essence de ce que je suis. Il n'y aurait pas d'expérience tout de suite s'il n'y avait pas... l'expérience que je fais avec toi tout de suite, elle est spirituelle. La spiritualité, c'est comme l'eau pour les poissons. C'est tellement proche de nous qu'on la voit pas. Il y a l'histoire des deux poissons de David Foster Wallace, le vieux poisson qui dit aux jeunes poissons, ça va les gars, l'eau est bonne, et les deux jeunes poissons, ils se retournent et ils disent, c'est quoi l'eau? Et ben c'est la même chose pour la spiritualité, c'est-à-dire que au moment même où tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, c'est quoi la spiritualité? Il se rend pas compte qu'il est en pleine expérience spirituelle. Et c'est tout. C'est l'air qu'on respire. Mhm. C'est Et- ça la spiritualité. Et là où ça, quand ça commence à devenir entre guillemets un concept, c'est-à-dire quand on commence à justement essayer de pointer les gens, c'est quoi dans l'expérience? Comment est-ce que tu peux te rendre compte que c'est ça l'expérience que tu fais? Moi, je constate juste que, encore une fois, j'ai tout appris dans le monde anglo-saxon. À Santa Monica, aux États-Unis, il y a une université de psychologie spirituelle. C'est ça le chemin. C'est vers ça qu'on va. Sydney Banks, quand il a commencé à partager en 1973 sur l'île de Salt Spring, là, en face de Vancouver, les premiers qui se sont pointés, qui ont entendu parler de ce qu'il partageait dans cette espèce de petite communauté qui se formait autour de lui sans qu'il ait jamais voulu faire quoi que ce soit, genre gourou ou quoi, ce sont des psychologues. Les psychologues sont arrivés et ils ont constaté un état de bien-être des gens qui étaient là, qui est assez bluffant. Et puis, ils ont parlé avec cet homme qui était un soudeur, tu vois, qui travaillait dans une usine de papier mâché, un peu comme Jésus était menuisier, hein, charpentier. Et ce type leur parlait et leur disait ce qu'il voyait et surtout leur disait des choses du style, mais est-ce que vous êtes heureux, vous? Parce que ce que vous essayez de faire, c'est vous essayez de réparer la santé mentale des gens, c'est ça que vous essayez de faire. Est-ce que vous êtes heureux, vous? Et les psychologues répondaient, bah, c'est quand même un métier difficile, on traîne les histoires des gens. Et il leur disait, c'est bizarre votre histoire, parce que moi, je confierais pas ma voiture à un garagiste qui est pas foutu de réparer la sienne. Commencez par être heureux. Commencez par trouver l'essence de ce que vous êtes.
Et à partir de là, vous allez voir, ça va marcher. C'est ce que je fais, moi. J'ai trouvé un truc, je le partage et regardez ce qui se passe. C'est ça la spiritualité. Pour moi, c'est ça. C'est reconnaître l'eau dans laquelle on baigne et l'air qu'on respire. C'est rien d'autre, c'est aussi simple, c'est fondamental, c'est primordial. Et peut-être, par exemple, les scientifiques, la science en général, gagnerait énormément à reconnaître la dimension subjective de l'expérience humaine et qu'aucun scientifique n'échappe à la spiritualité et que l'expérience de la science aussi, elle est quelque part spirituelle et subjective et projective. Mais on y va, tu sais, j'ai l'impression qu'on y va. Et puis toi, moi, les autres, je veux dire, on vibre ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que quelque chose nous a choisi? J'ai même pas besoin de m'en fous. Ça sort de moi. Comme ça sort de toi, dans la beauté de tes partages, en particulier il y a quelque chose qui a lieu. Et l'histoire que je me raconte, c'est que tout ça est magnifique. Tout ça est magnifique et c'est l'attention, je veux la mettre là. Je ne me mets pas la tête dans le sable. Je vois bien les horreurs, entre guillemets. Je vois bien ce monde qui va vers sa perte, tu vois. Je vois bien le désastre écologique. Je vois. Mais si tu le ramènes à l'échelle de ce que nous sommes, aspect microscopique de l'essence de tout ce qui est, de cette énergie qui fabrique des galaxies, le problème écologique sur Terre, bah oui, c'est quelque chose auquel on est confronté, nous, en tant qu'humains. Ah, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Parce que d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on chauffe nos maisons? C'est pour se sentir mieux. Pourquoi est-ce qu'on a des voitures? C'est pour se déplacer. Pourquoi est-ce qu'on a des outils de communication? C'est pour communiquer. Qu'est-ce qui fait qu'on est en face, on est là l'un en face de l'autre? C'est la magie de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire ça. Et ça détruit la planète aussi. Et alors, commençons par l'amour ici, commençons par nous connaître nous. De toute façon, on est mortel. Si ça tombe, on va se retrouver sur une autre planète dans la prochaine fois. Jouissons de cette extraordinaire expérience qui est là, qui se passe là. En tout cas, c'est mon, je sais pas, c'est ce qui se vit ici, voilà. Merci. Et puis, voilà, ça fait bientôt 1 heure qu'on discute. Euh, je me suis réveillé ce matin, comme souvent, avec une vidéo de toi et tu partages dans cette vidéo, qui n'est pas récente, une phrase, je crois qu'elle est attribuée à Sydney Banks, et j'aimerais t'entendre parce que cette phrase, elle a profondément résonné en moi. Mm. Et la phrase est la suivante. La vérité est une intelligence spirituelle antérieure à la réalité dont nous faisons l'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? On en revient à ce qu'on partageait tout à l'heure sur les deux états. Ce, ce que Sydney Banks a vu, qu'il a partagé, c'est la vérité n'a pas de forme. La vérité, c'est... Il y a une analogie que je peux faire et qui peut peut-être être parlante. Tu sais, c'est les écouteurs que tu mets dans tes oreilles aujourd'hui et qui ont une puce extraordinaire, qui analyse le bruit extérieur et qui renvoie dans tes oreilles le même son hors phase. De sorte que, en fait, ce que tu perçois en réalité, ce que tes oreilles perçoivent, c'est deux sons extrêmement forts, mais ils sont hors phase et du coup, ils s'annulent. Pour moi, c'est une image qui marche très bien, ce active noise cancellation, on dit l'annulation active du bruit. L'essence, l'unité, l'univers n'a pas de forme. Et pour faire l'expérience de lui-même ou d'elle-même, parce que on a ce truc de genre en français, cette non-forme vient
se révéler dans la forme. Mhm. J'ai fait un dessin dans mon livre où je montre les... Et ça crée les contrastes. Tu sais, c'est Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pour que la lumière soit, il faut qu'il y ait l'ombre. Sinon, on ne voit pas la lumière. Donc, le rien, l'unité, vient se déployer dans les contrastes. Et d'un seul coup, nous faisons l'expérience du chaud, du froid, du blanc, du noir, du vide et du plein. Et c'est ça que dit Sidney Banks. La vérité, c'est ce qui n'a pas de forme. Au départ, il n'y a rien. Ça n'a pas de forme. Et dans ce rien, il y a tout. C'est ce paradoxe-là. Et ce tout vient s'exprimer dans la forme. Et si je me relie à cet endroit-là qui n'a pas de forme, qui est la dimension verticale, qui est infinie, où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de temps, où tout se passe simultanément, tout le temps, pour l'éternité, puisqu'il n'y a rien. Donc il y a tout. Si je viens me relier à ça et sentir à quel point je suis ce qui... Je suis le tout qui fait l'expérience de lui-même. Tu sais, il y a cette phrase aussi qui dit... Enfin, il y a cette phrase. Il y a ce constat que font les physiciens, l'univers est infini. On ne voit pas les limites de l'univers. Pour que l'univers soit infini, il y a une conséquence immédiate, en tout cas pour le petit esprit humain, c'est qu'il est en expansion. Parce que s'il était pas en expansion, il ne serait pas infini. Il serait par définition fini. L'expansion impose l'idée de l'inconnu. Sinon, il n'y a pas d'expansion. Si c'est l'expansion dans le connu, c'est connu. Donc, c'est pas l'infini. Je pense que l'univers est quelque chose qui n'a pas de forme et qui vient s'expérimenter dans la forme, dans toutes les dimensions possibles, et ces dimensions sont infinies. C'est pourquoi je, je sens en moi, depuis que je suis tout petit, ce désir de plus, plus. Je veux plus, je veux vivre plus, je veux plus d'amour, je veux plus de joie, je veux plus. Et ça peut dans la forme, allez, je veux plus d'argent, je veux plus d'expérience, je veux plus, je veux... Il y a quelque chose en moi qui désire. Et je pense que cette non-forme, à l'intérieur de cette non-forme, il y a un désir. Il y a un désir. Et ce désir, je suis une infime expression de ce désir. Et à la fois, je suis la totalité de ce désir. Je suis à la fois la goutte d'eau et l'océan, comme disait Rumi, tu vois. Et ça, c'est une histoire qui marche extraordinairement bien pour moi. Et quand j'ai lu cette phrase de Sidney Banks que tu as citée, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça. La vérité n'a pas de forme et elle vient faire l'expérience d'elle-même à travers mon expérience à moi en prenant forme. Et cette forme a ce désir infini de se connaître toujours plus. Et j'adore ça et ça me met dans une... ça met même de l'émotion, tu vois. Et quand l'émotion est là, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est fondamental dans les trois principes, c'est ce que Sydney Banks appelle the good feeling, le, la sensation, la bonne sensation. Quand je pense et que je mets le focus sur une pensée qui dissonne avec ce que nous venons de partager, qui dissonne avec ce que je viens de dire, l'univers infini qui vient faire connaissance avec lui-même toujours plus, quand j'ai une pensée, entre guillemets, limitante, je la sens dans le corps parce que je dissonne avec l'essence de ce que je suis. Et c'est pour ça que ça fait... Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu vois ça, ça devient de plus en plus facile de déplacer ton focus. Si je pense que la douleur que j'ai là, c'est l'horreur, c'est terrible, c'est affreux, je ne devrais pas vivre ça, je veux le rejeter, je dissonne avec l'essence. L'essence me dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Si je me mets sur c'est pour toi, c'est pas du tout la même expérience. Effectivement. Et là, je vois une vérité, quelque chose, j'ai comme une boussole intérieure qui vient toujours me dire si je me trompe à l'endroit où je mets l'attention, si je me trompe moi-même, si je suis en train de
d'être dans une espèce de tourbillon de pensée qui est pas aligné, qui vibre pas en harmonie avec l'essence de ce que je suis. Sidney Banks ne dit rien d'autre. Et il dit, cherche la bonne sensation, c'est là qu'est la Mhm. vérité. Et c'est ce que dit aussi Yann dans la préface de mon livre. C'est ce dont il parle avec la médecine des plantes, il parle Alors, ouais. on parle, et tu parles surtout, pardon, de Sydney Banks à de nombreuses reprises, mais je pense que c'est utile de rappeler aussi que tout cela, ça fait 3000 ans qu'on nous le dit, et que dès qu'il y a une tradition qu'on va nommer comme spirituelle, qui promet ou qui parle d'un accès au transcendant, cette tradition va utiliser un filtre narratif, va utiliser une histoire pour transmettre cette chose que Sydney Banks dit, mais aujourd'hui on parle de Sydney Banks parce que ça nous parle mieux à notre culture et à nos oreilles et à nos filtres personnels. Mais ça fait 3000 ans qu'on nous le dit. Mm. Oui, Stéphane, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a chez toi quelque chose qui se demande ou qui se dit, ça devrait être autrement? Hmm. Non, je pense que ma remarque provient de mon biais personnel qui consiste à constamment m'interroger, sommes-nous dans une nouvelle narration? Sommes-nous dans une nouvelle histoire pour nous extraire d'une souffrance? Et alors, c'est pendant un certain temps, c'est Ramdas, et puis après, c'est Sydney Banks, et puis après, c'est Rupert Spira, et puis après, et, et c'est encore une fois plusieurs visages, Hmm. plusieurs narrations qui viennent nous parler de la même chose, et je crois qu'il y a pour moi quelque chose, et ça se sent beaucoup dans ce que j'écris, il y a quelque chose qui vient toujours s'interroger. Est-ce encore une nouvelle mode? Est-ce encore un nouvel empilement narratif? Et en fait, ce qui me rassure, c'est de me dire, bah, depuis que l'homme est en mesure de verbaliser ses préoccupations, il parle de ça. Il parle de la nature illusoire, de la réalité, et il parle d'une source que les traditions vont nommer à travers différents nicknames. Et je crois qu'il y a quelque chose de très rassurant pour moi de constamment remettre ce, cet aspect au milieu du village qui est, Hmm. ça fait 3000 ans qu'on nous le dit, c'est peut-être 4000, c'est peut-être 5000, c'est juste qu'on n'a pas les traces écrites, mais depuis qu'il est en mesure de verbaliser, il y a une boucle de rétroaction à cet endroit-là qui dit, mais tout ça n'est qu'une histoire. Voilà la source et l'origine de ma remarque. Et ce que tu me dis me fait penser à une chose une histoire que j'adore, c'est l'idée que Dieu, la source, l'énergie primordiale, l'essence, ce dont nous sommes l'expression, adore les histoires. Mm. Et que, tu sais, t'as pas envie de revoir toujours le même film. Ouais. Une fois que tu l'as vu, c'est quoi le prochain? Ou quand tu regardes une série, une fois que tu as vu l'épisode 7, tu veux voir le 8. Mm. Et puis une fois que la série est terminée, tu te souviens de la fin de Truman Show? La fin de Truman Show, c'est extraordinaire. Il sort du décor, et puis tu as tous les gens qui étaient en train de regarder l'émission qui tout de suite passent à autre chose, et qui se disent, bon, alors c'est quoi la prochaine histoire? Je pense que la non-forme, la vérité, c'est pas pour rien qu'elle vient, qu'elle est comme ça dans la forme. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, c'est une nouvelle histoire. Et le fait que cette histoire primordiale-là, elle se raconte depuis 3000, 5000, et que ça soit toujours la même, mais en fait sous des formes différentes, je crois que c'est la jubilation Absolument. de l'essence. Et je pense que ce serait terrible qu'on arrive, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, à une vérité absolue que tout le monde... L'univers disparaîtrait immédiatement. Oui. La Oui. beauté du truc, c'est précisément Ces errances. l'extraordinaire. Mais oui, c'est le chemin. C'est pas le but. C'est le chemin. Et c'est une montagne qui n'a pas de sommet et on continuera de la grimper, de la grimper, de la grimper, de la grimper. Et moi, chaque jour de ma vie, tous les matins quand je me réveille et que je vibre à peu près haut parce que j'ai pas fait un rêve pourri ou que j'ai pas mal quelque part ou je sais pas quoi,
tout de suite, je me dis, ah, ça va être la plus grande journée de ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, Liv, pour cet échange. Merci à toi, C'est pas Stéphane. tout, mais il est bientôt midi, il faut que j'aille faire des courses. Oui, parce qu'on se parle de tous ces trucs-là, mais bon, hein, il y a le réel, hein. Voilà. Il faut bien manger quand même. Je suis bien d'accord. Merci, Liv, pour ton temps. Et je te Ah, dis sans doute à merci à très toi. bientôt. Merci à toi et sans aucun doute, à très bientôt, si l'univers a envie de nous réunir à nouveau. Au revoir.